Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et cet épisode, c'est celui de la Flèche Wallonne, la deuxième des classiques ardennaises, la deuxième du triptyque. Après l'Amstel Gold Race qui s'est tenu ce dimanche, on a donc la Flèche Wallonne mercredi, et ensuite on aura Liège-Bastogne-Liège, le monument donc ce dimanche. Euh, donc aujourd'hui, on se situe dans la preview de la Flèche Wallonne. Je vous ai parlé hier à chaud du débrief de l'Amstel Gold Race. Vous pouvez aller l'écouter si vous voulez, mais c'était vraiment une course incroyable. Pour résumer, le principal enseignement, c'est que Remco Evenepoel est en forme et que Pogacar n'est pas tout le temps infaillible. En tout cas, il n'était pas infaillible ce dimanche. La question, c'est de savoir est-ce qu'il le sera ce mercredi? C'est une autre chose. Et donc, Amstel Gold Race très intéressante. On espère que la Flèche Wallonne qui se tiendra ce mercredi sera tout aussi bien. Tout d'abord, sur la Flèche Wallonne, il faut qu'on parle rapidement du parcours, puisque le parcours a un peu évolué par rapport à l'an dernier. Il me semble que l'an dernier, on avait la côte de Cherave qui était en travaux, donc on n'y était pas passé. Cette fois-ci, on y repasse, donc c'est un parcours vraiment classique. Donc on part de Ciné, on se balade un petit peu, et ensuite on fait trois fois l'enchaînement Côte des Rêves, Côte de Cherave et Mur de Huy, pour un total de 205 km et à peu près 3000 mètres de dénivelé positif, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, c'est 9 difficultés qui vont s'enchaîner en fait, hein, vu qu'on a 3 fois 3. La Côte des Rêves, tout d'abord, pour en discuter rapidement. Déjà, elle se situe à quelle distance? Elle se situe, pardon, son sommet à 19 km de l'arrivée, donc un peu loin pour qu'il se passe quelque chose. En général, on a des petites anticipations qui s'y font, mais rien de très décisif. Donc pour la côte des Rêves, c'est 2 km à 6% à peu près. En réalité, c'est surtout le kilomètre 5 du début qui est le plus dur, à environ 7-8%. Et ensuite, on a un replat sur le dessus. Bon, a priori, ça devrait pas être vraiment décisif pour cette ascension, pour cette édition, pardon, de la Flèche Wallonne. Tout comme la côte de Cherave, qui elle pourtant est très bien placée, hein, puisque son sommet se situe à seulement 6 km de la ligne d'arrivée. Mais on le sait, euh, la Flèche Wallonne, c'est le championnat du monde des punchers, et tout se passe dans le mur de Huy en général. N'empêche que la côte de Cherave, c'est quand même une côte qui est assez intéressante en termes de profil. Ça dure pas très longtemps, 1 km 2, mais avec des pourcentages moyens qui sont aux alentours de 9% à peu près. On a des passages à 13-14. Enfin bref, ça grimpe de manière assez difficile quand même. La côte de Cherave, mais en général, tout le monde attend le mur de Huy parce que le mur de Huy, c'est simplement trop dur. Vous le connaissez évidemment, ce fameux mur. Euh, En termes de difficulté, de taille, je veux dire, et de pourcentage, ça varie un peu selon les mesures qu'on fait. Bon, c'est à peu près 1 km à plus de 10% de moyenne, on va dire. Avec des passages très durs dans les virages où on a des pentes qui atteignent quasiment les 20%. Il faut surtout pas partir trop tôt. C'est ce qu'on voit parfois à certaines années, des coureurs qui anticipent un peu. On se souvient notamment de Roglic, l'année où il se fait sauter par Alaphilippe. Bref, il faut être très patient, c'est un effort de spécialiste, le mur de Huy. Et en général, c'est là que décide la course, hein. Très clairement, on arrive souvent groupé en peloton au kilomètre à la flamme rouge, et tout se passe dans le mur de Huy, où il est très important d'être très bien placé, parce que évidemment c'est très dur déjà, mais en plus c'est assez étroit, donc on peut pas toujours manœuvrer comme on veut. On se souvient, il me semble, que c'était en 2022 ou 2021, je ne sais plus, Romain Bardet qui a essayé d'attaquer d'un peu loin, il avait une bonne vitesse, mais la route était trop étroite et il s'était fait enfermer. Donc c'est vraiment très technique le mur de Huy. C'est un effort de spécialiste parce qu'il faut bien savoir se placer, il faut bien connaître ses forces, il faut bien connaître la cote pour savoir quand attaquer et quand ne pas le faire. En général, ceux qui gagnent, les Valverde, Alaphilippe, Eco, choisissent très bien l'endroit où ils attaquent. Ils se contentent de suivre au début, puis ensuite ils mettent leur effort à 200-300 mètres de la ligne, et puis c'est là qu'ils arrivent à faire la différence avec les autres. Euh, il faut qu'on parle quand même rapidement de la météo, ce qui peut avoir un léger impact, surtout quand on se souvient de l'édition de l'an dernier. Donc l'édition de l'an dernier, pour ceux qui s'en souviennent, évidemment, c'était une course de fou. On avait eu la victoire de Stephen Williams dans des conditions dantesques. Il faisait très froid, il pleuvait. On avait des images pardon, de coureurs qui étaient en totale hypothermie. On se souvient de Mathias Kielmose qui avait été porté dans la voiture du directeur sportif parce qu'il était plus capable de bouger. C'était des conditions tout simplement dantesques pour une course de folie. Là, je vous rassure, cette année, enfin, je rassure les coureurs, cette année, ça sera beaucoup plus favorable. On est à peu près aux alentours de 10-15 degrés sur 8 ce mercredi. Peut-être un tout petit peu de pluie, mais quasiment rien. Bref, des conditions plutôt idéales pour faire du cyclisme. Il fera gris, mais bon, c'est la Belgique. Et par contre, ce qui est à noter, c'est qu'il y a un vent qui sera probablement assez fort.
en moyenne à peu près 25 km/h avec des rafales au-dessus de 30 km/h. Et la direction du vent, ce sera un vent qui vient du sud, sud-ouest. Euh, Après, comme je le disais, c'est un circuit final, la Flèche Wallonne. On passe 3 fois sur le même circuit qui fait un peu plus de 20 bornes. On fait Côte des Rêves, Côte de Cheyrave et Mur de Huy. Donc en fait, vu qu'on tourne, le vent, on va l'avoir successivement de côté, de face ou dans le dos. Euh, donc ça pourrait avoir un impact sur le début de course, mais c'est jamais une course très anticipée, la Flèche Wallonne, donc j'y crois pas trop. En revanche, ce qui est intéressant de regarder, c'est que pour le circuit final, juste après le Mur de Huy, on sera sur un vent de plutôt côté, vent très fort de côté. Et ça peut avoir un véritable impact parce qu'on sait que le mur de Huy, ça fait toujours des différences, même dans les passages précédents. Et ensuite, il y a une longue partie exposée au vent où ça redescend pas tout de suite. Avec là, c'est vraiment le moment où ça toxine. Et si jamais à ce moment-là, on se retrouve avec un vent de côté important, on peut créer des petites bordures et puis faire péter tout le peloton. Je commence pas à parler d'un scénario où on va attaquer dès le premier passage du mur de Huy, évidemment. En général, ça fait depuis 20 ans que ça se passe toujours dans la dernière ascension. Euh, c'est pas impossible qu'on soit dans ce scénario aussi cette année, mais on en reparlera quand on parlera des favoris. Il y a quand même quelques éléments qui peuvent noter, pourquoi pas, une course d'anticipation cette année. Donc on note donc un vent de sud-ouest, sud-sud-ouest assez fort, avec notamment partie vent de dos, vent de côté, pardon, juste après le mur de Huy, qui pourrait avoir un petit impact. Et ensuite, pour rejoindre le final, on sera plutôt vent favorable, mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment tant d'anticipation que ça, donc on peut un peu oublier. Hem, un rapide, rappel d'abord ce qui s'est passé sur les années précédentes. Donc on se souvient l'an dernier, la victoire épique de Stephen Williams devant Kevin Vauquelin qui avait fini pas très loin de l'Anglais. Maxime Van Gils avait complété le podium juste devant Benoît Cosnefroy. On avait eu aussi Romain Grégoire 7e, Dorian Godon 8e, alors que c'est pas du tout une course qui lui correspond, mais c'est pour vous donner le degré de difficulté de la course de l'an dernier. On avait eu des énormes favoris qui avaient abandonné. On se souvient, bah, évidemment, du coup, je le disais, de l'ami Mathias Kelmose qui avait abandonné, mais aussi Marc Hirschi, Juan Ayuso, Joao Almeida. Bref, on a vu beaucoup de très gros coureurs, même Dylan Teuns, on pourrait citer, qui avaient abandonné en raison des conditions qui étaient trop difficiles. Et c'était un peu une surprise. Stéphane Williams, on le savait très fort, on savait que c'était un parcours qui lui convenait, mais c'était une course vraiment épique. Je pense qu'il faut pas trop se baser là-dessus pour voir ce qui va se passer cette année. En 2023, c'était la victoire de Tadej Pogačar, sa première participation, peut-être? Non, sa première victoire en tout cas, devant Matthias Kelmose, comme par hasard, et Mikel Landa. Voilà, c'était Pogačar qui avait attaqué dans la dernière ascension du mur de Huy, quelque chose de très classique. Et 2022, c'était Dylan Teuns, et on parle quand même de 2021 rapidement parce que c'était la victoire de Julien Alaphilippe devant Primoz Roglic. Bref, tous ces scénarios-là, ça s'est joué dans la dernière ascension, même si en 2024, il y a eu quand même des coups qui sont partis, notamment avec Stephen Williams, heu, dans les ascensions précédentes du mur de Huy, mais le parcours est un peu difficile, un peu différent. On avait des conditions météo qui étaient très difficiles, donc on va un peu oublier. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la liste de départ de cette édition de la Flèche Wallonne, pour voir un peu qui sont les favoris. Encore une fois, là je m'enregistre le lundi soir, la liste de départ est à peu près sortie, mais on n'a pas encore les cotes des bookmakers, donc on va faire un peu ça à l'instinct. Euh, et évidemment, pour moi, le favori, ça reste Pogacar. Certes, il a failli sur cette Amstel Gold Race, néanmoins, je pense qu'il reste favori pour le mur de Huy, pour la Flèche Wallonne. Euh, on se demandait, il y a pas mal de gens qui ont lancé des rumeurs comme quoi Pogacar n'allait peut-être pas s'aligner sur la Flèche Wallonne pour pouvoir s'aligner sur Liège-Bastogne-Liège en meilleure forme, pardon. Finalement, c'est pas le cas. Pogacar sera bien au départ sur la Flèche Wallonne et ça sera évidemment le grand favori. Donc Pogacar, en termes d'équipe, autour de lui, il aura des bons équipiers, mais c'est pas non plus la panacée. Il y aura Brandon McNulty, qu'on a vu très fort sur l'Amstel, Domen Novak, Jan Christen qui revient de blessure, Pavel Sivakov. Bon, je pense que ça suffit très largement en termes d'équipe. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup plus de mecs plus forts. Puis Pogacar bon, on se souvient de son début de saison, évidemment, sa victoire sur le Tour des Flandres, sa deuxième place à Roubaix, sa deuxième place sur l'Amstel, où il défaillit, où il a failli, je sais pas comment on dit, c'est pas grave, en partant un peu trop tôt, probablement un peu surpris par l'attaque d'Alaphilippe, et puis surtout
Je pense qu'il n'était pas dans une très bonne journée, hein, tout simplement. Et il se ressentait un peu des efforts des semaines précédentes. Là, je pense qu'on devrait être sur une course un peu moins difficile quand même. Traditionnellement, la Flèche Wallonne, ça demande moins d'efforts que l'Amstel Gold Race. Déjà parce que c'est plus court, et ensuite parce qu'en termes de scénario, on attaque d'un peu plus proche de l'arrivée que pour l'Amstel. Pogacar sur la Flèche Wallonne, c'est plusieurs que participations, pas toujours bien figuré. Je me souviens, en 2021, il n'était pas au départ parce que il y avait, je crois que c'était sa compagne qui avait perdu sa mère, quelque chose comme ça. Bref, en 2022, 12e, résultat un peu surprenant à l'époque. Et en 2023, donc il s'était imposé assez facilement. 2024, pas de participation parce qu'il était sur le Giro. Et donc 2025, le grand retour. Évidemment, ça sera le grand favori. Quelle sera sa stratégie? Ça, c'est une question qu'il est vraiment légitime de se poser. Je pense qu'en termes de punch pur, c'est le meilleur coureur de ce peloton. Euh, Il y a d'autres coureurs qui peuvent un peu le concurrencer. On parle notamment pas mal de Skelmose, peut-être de Remco Evenepoel. Certains parlent de Thibaut Nice, même Julien Alaphilippe, pourquoi pas, soyons fous. Je pense quand même que sur une ascension pure comme ça du mur de Huy, Pogacar est le meilleur. Donc il peut très bien se contenter d'attendre la dernière ascension pour gagner. La question c'est est-ce qu'il va le faire? On a vu sur l'Amstel, il est parti un peu trop tôt. Tactiquement, c'était pas ça. Et il s'en est un peu mordu les doigts. Je pense que surtout en vue de Liège-Bastogne-Liège dimanche, il n'a pas besoin d'attaquer trop tôt. Et je pense que pour une fois, peut-être que Pogacar va attendre, va pas attaquer à 50 bandes de l'arrivée et va laisser la décision se faire dans le dernier mur de Huy. La question c'est est-ce que ses adversaires vont le laisser faire déjà? Et ensuite, est-ce qu'il aura la capacité de laisser son orgueil de côté et d'attendre le dernier mur de Huy? Je pense que c'est la meilleure stratégie pour lui. On verra ce qu'il va faire. Après, il peut aussi gagner en partant plus tôt, hein, bien évidemment. Il est très fort. Mais moi, je pense qu'il aurait plutôt intérêt à attendre le dernier mur de vie et puis aligner tout le monde sur l'effort pur, tout simplement. Il en est capable, on verra s'il arrive à se retenir et s'il attaque pas avant. Il y a un homme qui pourrait un peu contrarier ses plans, je pense, c'est Remco Evenepoel, qui est à mes yeux quand même peut-être le deuxième favori. Remco Evenepoel qui sera évidemment le leader de la Soudal Quick-Step. Soudal Quick-Step qui ramène une nouvelle équipe. On aura Peter Serry en capitaine de route, mais en très bon équipier, on aura Ilan van Wilder, Maury van Sevenant, Maximilian Charman. Je suis un peu surpris. Il n'y a pas Louis Vervac. Et alors que Louis Vervac a fait un très gros travail sur l'Amstel Gold Race. Mais bon, il y a quand même des bons équipiers pour Remco Evenepoel. Euh, Charman, par exemple, Van Wilder, etc. Van Sevenant, on se souvient, il s'était dévoilé révélé au grand monde, pardon, sur la Flèche Wallonne avec sa chute, on se souvient, dans la descente de la côte de Cheurave. Bref, Charman, oui, bon, il a fait 5e en 2019. C'était il y a longtemps. On sait qu'il revient en forme, mais bon, je pense que ça sera trop dur pour lui aussi. Donc, tout pour ça. Evenpool, évidemment. La grande question, c'est qu'est-ce que vaut Evenpool sur le mur de Huy? Il avait participé en 2022, il avait fait 43e. Mais c'était il y a longtemps, Remco a grandi. Remco est devenu plus fort, il est devenu plus explosif. Euh, je pense quand même que Remco Evenpool ne peut pas tout jouer sur la dernière ascension. Il n'est pas totalement explosif comme peut l'être Pogacar. Enfin, je pense qu'en tout cas, Pogacar le dépose sur ce type d'effort. Et on a vu sur l'Amstel que là où Remco a brillé, c'est quand il était en chasse derrière Pogacar, où il a comblé l'écart quasiment tout seul, même s'il ne faut pas sous-estimer quand même le travail de Mathias Kelmose. Donc je pense que Remco aurait peut-être plutôt intérêt à lancer la course d'un peu plus loin, pour essayer de fatiguer un peu Pogacar peut-être. Parce que Pogacar a enchaîné une saison de classique, tandis qu'Evenepoel est un peu plus frais. Donc soit il tente au bluff, à l'intox, et puis tout se joue dans la dernière ascension, ce qui est quand même un scénario assez probable. Soit Remco Evenepoel attaque un peu plus tôt. On l'a dit, la Flèche Wallonne, c'est pas le profil le plus compliqué. Il y a que 9 ascensions. La cote des refs, bon, c'est un peu limite. Elle est un peu longue quand même, donc ça c'est pas mal pour faire des différences, mais en termes de pourcentage, c'est un peu moins fort que les deux autres. Il y a quand même ce bel enchaînement Côte de Cheurave et Mur de Huy. C'est pas impossible qu'on voit une attaque de Remco Evenepoel dans la deuxième ascension du Mur de Huy. Je pense que la première, c'est un peu trop loin. C'est quand même à 70 bornes de l'arrivée, 75. Peut-être qu'il peut se passer une chose dans la deuxième ascension du mur de Huy, si jamais on a déjà un premier écrémage qui se fait dans le premier tour. J'ai parlé de ce vent de côté au sommet du mur de Huy. Le mur de Huy, surtout, il n'y a pas de descente juste après, ça, on continue sur un plateau.
c'est peut-être la filière dans laquelle Remco Evenepoel excelle le plus. Donc peut-être une attaque dans le deuxième mur de oui, ou alors au sommet du deuxième mur de oui. Enfin moi c'est un scénario que j'envisage bien pour Remco Evenepoel. Je pense pas qu'une attaque dans la côte des Refs ou la côte de Cheurave juste avant l'arrivée soit vraiment propice parce que si jamais on n'a pas trop attaqué dans le deuxième mur de oui, ça se sera regroupé en peloton avant ces côtes-là et donc ça va rouler derrière. Et Pogacar ira le cueillir dans le mur de oui. Donc si jamais Pogacar l'a pas suivi dans son attaque, hein, évidemment, ce qui est pas forcément impossible non plus. Donc je mettrais peut-être une petite piécette sur une attaque de Remco dans le deuxième passage du mur. Ou alors au sommet du deuxième passage du mur, pour être plus précis. Mais donc je pense qu'il a quand même intérêt à faire une course d'anticipation et donc je le verrais bien faire ça. Sinon, peut-être que Remco se sent fort, se sent capable de battre Pogacar et les autres sur la dernière ascension du mur de Huy. On verra bien ce qui se passe, mais moi j'ai un petit espoir pour une course un peu débridée. Donc on se disait que ça serait impossible que Pogacar attaque dans la Cipressa cette année, il l'a fait. Moi je vois bien peut-être un Remco Evenepoel secouer un peu le cocotier sur cette deuxième ascension du mur de Huy, constater les dégâts et en fonction adapter sa stratégie. Bon après le problème c'est que Pogacar et Evenepoel ne sont pas les deux plus grands tacticiens non plus. C'est deux monstres d'ego aussi, donc ça peut avoir un impact sur leur stratégie. On verra ce qui va se mettre en place. Les troisièmes favoris, c'est les Lidl Trek. Je pense plutôt spécifiquement à Mathias Kelmose, mais il y a pas mal de gens qui voient Thibaut Nice comme un sacré outsider pour cette flèche wallonne. Thibaut Nice qu'on a vu plutôt bon quand même sur l'Amstel. C'était peut-être le quatrième ou cinquième plus fort quand ça montait. Bon, finalement, il fait 12e, mais bon, c'est un peu anecdotique. Euh, sur la flèche, c'est peut-être un effort qui lui convient un peu mieux. Moi, j'aurais du mal à me positionner sur Thibaut Nice avant de voir sa flèche wallonne d'après-demain, pardon, de mercredi. Mais ça sera vraiment un point d'attraction assez important de la course, je pense. Vraiment, en plus c'est un Belge, c'est en Belgique. Il y a beaucoup de monde qui va attendre de voir sa performance. Moi, je mets quand même peut-être Skelmose un ton au-dessus, notamment après ce qu'il a montré sur l'Amstel. C'est pas tant le fait qu'il ait gagné, parce que bon, déjà le fait qu'il ait gagné c'est fort. Moi, c'est l'impression qu'il m'a laissé Mathias Skelmose dans notamment l'ascension du Keutenberg, si je dis pas de bêtises. Je me confonds peut-être un peu dans les monts, mais je pense que c'est le Keutenberg. Vous savez, celui où Remco Evenepoel a accéléré après le travail de Louis Vervac. Au sommet, tout le monde était cuit. J'ai vu une relance de Romain Grégoire qui était en train d'exploser. Et au sommet, Skelmose a attaqué, et là, personne ne pouvait le suivre. Même pas Remco Evenepoel. Je pense que Remco aurait aimé le suivre à ce moment-là, mais il pouvait pas, il n'avait pas les moyens. Et donc, j'ai l'impression que Mathias Skelmose, en termes de punch, là, il est sacrément fort en ce moment. Et donc, la Flèche Wallonne, c'est un profil qui lui conviendrait vraiment très bien. Je pense qu'il va aussi briller sur Liège-Bastogne-Liège, parce que vu la forme qu'il a affichée pardon, sur l'Amstel, il est en forme. Mais moi, je vois bien Skelmose très très gros favori. Peut-être même, si tout se joue dans le dernier mur, je pense qu'il est plus fort que Remco, assez largement. Je pense qu'il est moins fort que Pogacar quand même, mais ça sera très intéressant. Euh, la Lidl Trek qui a une belle équipe, donc je le disais, il y a Thibaut Nice. Mais en termes d'équipier, on a Julien Bernard, c'est très solide. Patrick Conrad, Andrea Bajoli, donc une belle équipe. Toujours une belle équipe de toute façon, en général, la Lidl Trek. Euh, pour ce qui est de Skelmose, sur le mur de Huy, deuxième en 2023, où il semblait vraiment très fort, pas très loin de Pogacar, même si Pogacar est devenu plus fort depuis 2023. 2024, donc son abandon, je le disais, après cette hypothermie, mais moi je vois bien même peut-être Skelmose avoir plus de chances dans un scénario classique que Evenpool de faire deuxième. Euh, Après, on n'est pas à l'abri d'un scénario où Evenpool et Pogacar partent à l'avant et que Skelmose n'est pas capable de les suivre dans une course d'anticipation et où l'écart se fait et ils sont plus jamais revus. Donc ça dépendra vraiment du scénario de course, mais je pense que Skelmose, lui, il va plutôt jouer sa carte sur un scénario où tout se joue dans la dernière montée. Donc si c'est le cas, vraiment, attention à lui. Je pense pas qu'il soit capable de battre Pogacar, mais il devrait pas en être très loin, et je pense qu'il sera devant tous les autres. Donc Lidl Trek, vraiment deux très belles cartes. Ensuite, en termes de favoris, bon bah on va les prendre un peu dans l'ordre. Tom Pidcock, quand même. Tom Pidcock qui sera évidemment le leader de la formation Q36.5. On parle pas trop de son équipe parce que c'est pas très intéressant. Il y a vraiment que lui qui est au niveau.
Hem, donc sur cet Amstel, il a semblé un peu court quand même. Il y a des moments où, je sais pas, il était pas capable de suivre, il fait 9e. Sur la Flèche Brabançonne, pareil. Sur le papier, c'est une course qui lui convient très bien. Mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne un peu avec Pidcock. En 2021, il fait 6e. Après un abandon 2022, 2023, 18e. Donc alors qu'on l'attendait, il n'a pas été capable de briller. L'an dernier, abandon, mais circonstances particulières avec le froid. Bah, je sais pas trop quoi en penser de Tom Pidcock, honnêtement. Je pense qu'il sera dans le top 5 des favoris pour pas mal de gens. Ça m'étonnerait pas totalement qu'il passe au travers de cette course-là. Je pense pas qu'il soit dans une très bonne forme. Et pour l'instant, il n'a jamais réussi à briller sur cette flèche wallonne. Donc ouais, Tom Pidcock, je mettrai pas mes sous ou mes économies sur lui, en tout cas. Mais je pense qu'il sera quand même à surveiller. Et à mon avis, il sera acteur quand même. Ensuite, je vous propose qu'on prenne les grosses équipes un peu dans l'ordre. Tout d'abord, la IF. La IF qui sera tour de Ben Illy et Nelson Poles. Je pense que c'est pas la course qui leur convient le mieux aux deux. Ben Illy, il a pas trop d'explosivité quand même. Il sera quand même avec Alex Bodin, Michele Honoré, Harry Sweeney, Ryan Archie, Archie Ryan, pardon. C'est une belle équipe. Je pense qu'ils ont plutôt leur mot à dire sur l'Amstel. Bon, ils ont un peu galéré, mais sur la Liège-Bastogne-Liège. Là, sur la Flèche, j'ai un peu du mal à les voir briller. Ben Illy, 32e en 2023, 34e en 2024 dans les circonstances particulières qu'on connaît à cette édition. Euh, Nelson Poles, 19e en 2022. Euh, Ils ont une belle équipe, mais je pense qu'il faut peut-être plutôt attendre la Liège-Bastogne-Liège pardon, pour eux. Et si vous me dites que Alex Bodin sera le mieux classé des IF à l'arrivée, et bah peut-être. Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Côté Alpecin de Koenig, le leader devrait être Quinten Hermans, je pense. Quinten Hermans, qu'on a vu briller à l'époque sur Liège-Bastogne-Liège en finissant deuxième en 2022. Là, il fait 16e de l'Amstel. Bon, meilleur résultat de 19e, 14e pardon, sur la Flèche Wallonne. Je pense qu'il faut pas trop compter sur l'équipe Alpecin de Koenig. Côté Arkea, là c'est très intéressant parce qu'on a Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin, on rappelle deuxième de l'an dernier sur la Flèche Wallonne, qui a abandonné sur l'Amstel. Je sais pas trop quelles étaient les circonstances. De toute façon, la course qui lui convient le mieux parmi les trois Ardennaises, c'est clairement la Flèche Wallonne. On sait que Kevin Vauquelin, il a un peu du mal quand ça a fait 250 bornes. La Flèche Wallonne, c'est un endroit où il est capable de briller. Il fait deuxième l'an dernier. Il était fort. C'est peut-être notre meilleure carte française, tout simplement. Qu'est-ce qu'il sera capable de faire? Bah, peut-être un top 5. Si jamais ça joue dans la dernière montée, s'il est en bonne forme, il peut peut-être aller accrocher un top 5, Kevin Vauquelin. Cette année, je pense que la concurrence est trop dure. Pogacar trop fort, Skelmose trop fort, Evenpool trop fort, Thibaut Nice peut-être trop fort, mais il y a peut-être moyen d'aller chercher un top 5, je pense, pour Kevin Vauquelin. En tout cas, je pense que ça sera notre meilleure carte côté français. Un autre français qu'il faudra peut-être surveiller, c'est Clément Champoussin. Clément Champoussin qui sera a priori le leader de la team Astana. Il y aura aussi Diego Ulissi, mais Diego Ulissi trop vieux. Clément Champoussin, par contre, il a abandonné sur l'Amstel. Pareil, je sais pas trop quelles étaient les circonstances. Après, l'Amstel, c'est une course où on abandonne assez vite, étant donné que ça tourne aussi un peu en rond. Euh, 11e l'an dernier, dans des circonstances un peu particulières, sachant qu'il a passé un cap cette année en arrivant avec la potion magique Astana, donc à surveiller. Ça sera peut-être une bonne carte pour faire un top 10 pour les Français aussi. Du côté de la Bahreïn, on a annoncé Lenny Martinez. Et ça me fait très plaisir parce que je ne savais pas s'il allait y courir. Mais Lenny Martinez, encore une belle carte pour les Français. Globalement, une belle équipe pour la team Bahreïn. Peut-être trois leaders quand même, avec Martinez, Bilbao et Buitrago. Lenny Martinez qui a fait un beau tour de Catalogne, un beau Paris-Nice. Donc, a priori, il est prévu sur le Tour de France et le Critérium du Dauphiné, mais il sera participant sur cette Flèche Wallonne. Probablement pas sur Liège-Bastogne-Liège. De toute façon, moi, je l'attends pas sur Liège-Bastogne-Liège. Il est encore trop tendre, mais sur la Flèche Wallonne, ça peut le faire. Il peut faire un beau résultat. Il n'y a jamais participé. Donc, ça sera la grande attraction. Je pense que c'est vraiment un profil qui lui convient. Un peu dans l'idée de ce qu'on a eu sur l'étape qui arrivait à la Côte Saint-André à Paris-Nice. Euh, Dans un bon jour, s'il est leader de son équipe, pareil que Kevin Vauquelin,
je pense qu'il peut viser un top 5. Donc ça sera très intéressant de suivre la course de Lenny Martinez. Pello Bilbao pourrait être leader aussi. Pello Bilbao qui fait un début de saison correct, mais pas non plus incroyable. Il a fait quand même une troisième place sur le tour de la communauté de Valence, troisième du tour UAE. Après, sur l'Amstel, il fait 25e. Sur le Tour du Pays Basque, il n'existe pas. Euh, je sais pas trop. Je pense pas qu'il soit le coureur qui brillera sur cette Flèche Wallonne côté Bahrain Victorious. Il a jamais brillé sur la Flèche Wallonne. Son meilleur résultat, c'est 44e. Peut-être qu'il faut plutôt attendre Peyo Bilbao sur Liège-Bastogne-Liège. Et puis pour Santi Buitrago, pareil, 29e de l'Amstel, pas trop brillé, alors qu'il avait fait un bon début de saison. Sur le Tour du Pays Basque, il est passé un peu à travers. Paris-Nice, il a abandonné après une chute, donc difficile de connaître l'état de forme actuel de Santi Buitrago. Il fait 5e l'an dernier quand même. Donc c'est un profil qui lui convient, donc je pense qu'on aura peut-être un double leadership Buitrago, Eni Martinez, en fonction des circonstances. Ça dépend aussi de si on a une course d'anticipation ou pas. Si on a une course d'anticipation, peut-être qu'il y en aura un dans le bon wagon et pas l'autre. Et voilà, le leadership, ça sera réglé. Si on arrive avec les deux dans la dernière ascension du mur de 8, je ne sais pas qui on privilégiera, peut-être que les deux feront leur propre course. Il faudra quand même choisir lequel on replace, parce que c'est très important le placement. Mais donc, peut-être la possibilité de briller pour Lenny Martinez. Enfin, j'espère. Et j'ai vraiment de belles attentes autour de lui. Donc, j'espère qu'il sera leader de la team Bahrain Victorious. Et je pense qu'il frappe très fort à la porte du meilleur français. En tout cas, Kevin Vauquelin, Lenny Martinez, là, on a deux beaux candidats pour un top 5 côté français. Du côté de la Cofidis, il faut en parler parce qu'il y a Dylan Teuns. Je pense qu'il sera leader. Alex Arambo, qu'on a vu passer un peu à travers sur l'Amstel, lâché très vite. Donc peut-être pas en grande forme. Après, Dylan Teuns, 46e de l'Amstel. Début de saison compliqué hein, pour Dylan Teuns aussi. À part cette étoile de Bessèges où tout le monde a abandonné. Sur la Flèche Wallonne, Dylan Teuns, c'est quand même un effort qui lui convient très bien. On se souvient de sa victoire en 2022. Il fait troisième en 2017. Euh, on verra. Je pense que ce sera le leader de la Cofidis. Mais difficile de dire parce qu'il est aussi un peu sur courant alternatif Dylan Teuns, donc je vais pas me positionner pour une place, mais si jamais il y en a un qui peut faire un beau résultat côté Cofidis, ça sera à coup sur lui. Côté de la AG2R, la mondiale, on a Clément Berthet qui devrait être le leader. Clément Berthet, qui était malheureux sur le triptyque du Jura et du Doubs, là, qui est toujours tombé sur un os qui s'appelle Guillaume Martin, mais je pense qu'il devrait être assez facilement le leader de cette équipe AG2R. Il y a beaucoup de jeunes, hein, Noah Isidore, Pierre Cotras, Jordan Labrosse, Bastien Tronchon. Donc je pense que Clément Berthet devrait être le leader. Clément Berthet, on rappelle, toujours zéro victoire en professionnel, hein, ça fait mal. Mais pourquoi pas? Il a jamais fait la flèche, mais pourquoi pas aller faire un bon résultat? Une équipe française qui a peut-être plus de chances de faire un bon résultat, c'est la Groupama FDJ. Euh, avec, je pense, un duo de leaders, Guillaume Martin, Romain Grégoire. Même si Valentin Madouas est aussi aligné sur la course, même si Quentin Paché est aligné. Quentin Paché est très bon équipier pour ce genre d'épreuve. Tout d'abord, Valentin Madouas, il était bien placé pour l'Amstel, mais il n'a pas réussi à suivre à la pédale, alors que Romain Grégoire a réussi à le faire. Donc, pourtant, c'est un profil qui lui convient bien, hein, l'Amstel à Valentin Madouas, pardon. Donc bon, j'ai un peu du mal à le voir briller sur la Flèche Wallonne. C'est pas un effort qui lui convient le mieux, donc s'il y a une course d'anticipation, pourquoi pas, mais sinon, je pense qu'il devrait être au service de Romain Grégoire et Guillaume Martin. Romain Grégoire, lui, tout va bien, septième de l'Amstel. Vraiment la saison de la confirmation pour Romain Grégoire qui se met dans le top 10 des meilleurs punchers du monde. Le problème, c'est qu'il est que dans le top 10. Et donc, pour aller chercher une victoire, c'est un peu compliqué. Mais je crois en lui pour faire un beau résultat. C'est vraiment un homme très régulier, Romain Grégoire. Septième l'an dernier dans des conditions un peu particulières. Pourquoi pas un top 10 cette année, je dis. Et Guillaume Martin. Guillaume Martin, donc, qui n'avait pas gagné depuis 3 ans, puis qui a gagné 2 fois à la classique Grand Besançon et autour du Jura. euh, qui vient donc s'aligner sur les deux dernières Ardennaises, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Donc Guillaume Martin est en forme. Après, on va pas se mentir, l'adversité sur la classique Grand Besançon et sur le Tour du Jura, c'était pas non plus Pogacar et Evenepoel. Il fait 10e l'an dernier sur la Flèche Wallonne. Donc pourquoi pas un top 15 pour Guillaume Martin, voilà. J'ai un peu du mal à le voir faire mieux, mais
pense qu'il sera à peu près co-leader quand même avec Romain Grégoire. Du côté de la Ineos Grenadier, c'est un peu compliqué cette année, hein. Ça sera Magnus Sheffield ou Axel Laurence. Axel Laurence qu'on imaginait pourquoi pas un peu performer sur l'Amstel, il fait 49e. Magnus Sheffield, 54, 51e de l'Amstel. Un peu difficile, donc je suis pas sûr qu'il faille compter pardon, sur les Grenadiers cette année. Du côté de la formation Intermarché, il faut qu'on en parle parce qu'il y a Louis Barré. Et que Louis Barré nous a fait une course incroyable sur l'Amstel Gold Race, en finissant sixième et en étant très fort, surtout en jouant avec les meilleurs. Il était dans les 5 meilleurs peut-être en termes de pédale, donc très impressionnant. Louis Barré qui confirme cette année qu'il est fort. Euh, je ne sais pas trop ce qu'il est capable de faire sur la Flèche Wallonne. L'an dernier, il a abandonné. En 2023, il était trop jeune. Donc, ça peut être que du positif, mais donc vraiment à surveiller parce que vu la force qu'il a affichée pardon, sur l'Amstel Gold Race, j'espère que Louis Barré fera un beau résultat pour les Français. Et si jamais il est aussi fort que sur l'Amstel, ça peut jouer le top 10, hein, très clairement. Donc, vraiment à suivre le Français de l'Intermarché. Pour la Movistar, le leader sera Enric Mas. Ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Autour, ça sera que des équipiers. Enric Mas qui a fait deuxième du Tour du Pays Basque, donc il n'est pas trop mauvais en ce moment. Après, là, c'est une course en Belgique, donc est-ce qu'il sera capable de briller? On sait que Enric Mas, tant que c'est pas en Espagne, c'est compliqué. Meilleur résultat sur la Flèche Wallonne, 17e. Donc j'ai un peu du mal à le voir briller, Enric Mas. Donc Movistar, compliqué, compliqué. Du côté de la Red Bull, Bora Hansgrohe, le leader, ça sera bien évidemment Maxime Van Gils. J'ai l'impression de me répéter en boucle, hein, par contre, pour la Red Bull, pardon. C'est bid sur bid sur bid. Van Gils, il a abandonné sur l'Amstel. J'ai pas trop suivi pourquoi. Peut-être lâché, j'en sais rien. Reste à dire quand même que Maxime Van Gils, c'est un profil qui lui convient très bien. Il fait huitième en 2023, troisième en 2024. Donc je pense que ça sera le leader, même si on a aussi des beaux coureurs comme Daniel Felipe Martinez. Mais bon, Felipe Martinez en ce moment, c'est un peu compliqué. Roger Adria, mais vu les résultats de Maxime Van Gils, on peut pas s'empêcher de lui donner le leadership, je pense, sur cette course-là. Dites-moi qui va bider, et je ne serai pas surpris. Parce que début de saison très compliqué pour cette équipe. La pique-nique post-NL, il faut qu'on en parle quand même parce qu'il y a Warren Barguil qui sera aligné. Warren Barguil, pareil, un début de saison compliqué. Donc je pense que le leader sera plutôt Oscar Onley, pendant que Romain Bardet et Max Poulsen sur le Tour des Alpes. Mais Warren Barguil, il a fait 30e de l'Amstel, donc c'est très bien, mais c'est quand même ses courses préférées, les Ardennaises. Euh, on sait qu'a priori, il prendra sa retraite à la fin 2026, Warren Barguil. Donc une de ses dernières occasions de briller sur la Flèche Wallonne. Il y a quand même un truc qui m'impressionne sur Warren Barguil, c'est sur ses 7 dernières participations, il fait 6 top 10. C'est quand même assez fou, hein, quand même. C'est une course qui lui correspond vraiment bien. Il fait 10e en 2023, son meilleur résultat c'est 4e en 2020. Bah, j'espère qu'il va nous faire vibrer, Warren. Mais j'ai très peur avec son début de saison. Mais bon, vu la régularité qu'il a affichée sur cette course, on peut pas s'empêcher de rêver un petit peu quand même. Et puis Oscar Onley, la valeur montante de cette équipe DSM, technique, pardon. Euh, Peut-être celui qui va les sauver en termes de points UCI. Il fait un beau début de saison, il fait quatrième du Tour Down Under, cinquième du Tour UAE. Il va faire la Flèche Wallonne puis Liège-Bastogne-Liège. Il n'a pas fait l'Amstel non plus. Il a que 22 ans. Il a fait 42e en 2023 sur la Flèche Wallonne, mais c'était il y a 2 ans. Il avait 20 ans, donc bon, un peu compliqué de le dire, mais je pense qu'il devrait être co-leader avec Warren Barguil. Et si jamais Barguil se sent pas très bien, je pense qu'il aura pas trop de problèmes à faire l'équipier. Donc pour cette team DSM, moi j'aurais surtout un œil sur Warren Barguil, mais c'est pas impossible que Oscar Only soit le leader et qu'il fasse un petit top 15. La Jayco Alula. Jayco Alula, on a eu très remuant sur l'Amstel, avec Matthews, avec Mauro Schmidt. Qui sera leader? Matthews, c'est trop compliqué pour lui. La Flèche Wallonne, ça monte trop. Il y aura Philippe Ozana, Ben O'Connor qui seront alignés au départ. Euh, Philippe Ozana, début de saison fantomatique, alors que c'est un profil qui peut lui convenir sur le papier. Il n'y a jamais participé. Ben O'Connor, début de saison fantomatique, abandon sur l'Amstel.
lâché très tôt, il me semble, de mémoire. Donc je sais pas qui sera le leader, peut-être Mauro Schmidt. Mauro Schmidt qui fait 15e de l'Amstel, donc qui est plutôt en bonne forme, tout comme Michael Matthews, mais peut-être que c'est un profil qui lui correspond un peu mieux. Il fait 16e en 2023, donc on verra. Une belle équipe pour la Djeko, mais bon, je pense qu'il faut plutôt s'attendre à les voir sur Liège-Bastogne-Liège. La team Visma, qui sera autour de Tige Benoît, qui sera le leader. Il y aura aussi Attila Valter, Ben Tolet, mais je pense que Benoît sera vraiment le leader sur cette course-là. Encore solide sur l'Amstel où il fait 8e. Bref, Tige Benoît est dans une bonne saison, une bonne forme, mais le problème c'est qu'il lui manque un peu pour aller accrocher les tout meilleurs à chaque fois. Sur la Flèche Wallonne, il fait 9e l'an dernier, 7e en 2023, 11e en 2022. Donc je pense qu'un top 10 est tout à fait envisageable pour la Visma avec Benoît. On verra dans quel état sont Ben Tolet et puis Attila Valter, mais bon, je pense que ça sera tout pour Benoît et ça m'étonnerait pas de le voir dans le top 10. Je suis désolé, je ne vais pas parler de la Wagner Bazin et la Team Flanders baloise. Ils seront dans les échappées a priori, mais courage à eux. La loto sera autour de Lennart van Etvelt. Ça, c'est intéressant. Lennart van Etvelt, c'est un profil qui lui convient très bien. Il fait un plutôt bon début de saison. Sur le Tour de Catalogne, il était impressionnant sur la dernière étape. 9e d'Estrade. Donc, il commence à monter en puissance, j'ai l'impression. C'est un profil qui peut lui convenir. Il a fait 22e en 2023, mais c'était il y a 2 ans. Pareil, c'est un coureur très jeune, 23 ans. Donc, il y a 2 ans, il est encore trop tendre. Bah, je serais pas étonné de le voir dans le top 10. Bon, ça fait beaucoup de coureurs pour lesquels je dis je suis pas étonné si je le vois dans les top 10, ce qui montre quand même que ça sera une course intéressante à suivre. Mais ouais, Lennart Van Etvelt, un top 10 c'est vraiment accrochable pour la formation Loto. Ensuite, on parle de la formation Israël, parce qu'il y aura Stephen Williams qui sera aligné, et Joe Blackmore qui va être le leader. Il y aura aussi Lutsenko, mais Lutsenko depuis le début de saison c'est compliqué. Moi je vois plutôt Joe Blackmore bien performer parce que Stephen Williams, début de saison catastrophique. On ne l'a pas vu. Alors que l'an dernier, il volait en début de saison. Il volait sur la Flèche Wallonne. Mais là, cette année, c'est très compliqué pour Stephen Williams. Donc, je ne crois pas du tout en lui. Désolé pour toi, Stevie. En revanche, Joe Blackmore, très solide. Très très solide. Sur la Flèche Brabançonne, il était fort. Sur l'Amstel, il est assez fort. Il a fait 14e. Euh, Bah, ça annonce du bon pour sa première participation sur la Flèche Wallonne. Ce sera une belle surprise. Donc je pense que ça devrait être le leader de la team Israël. Euh, et la Uno X, bon, un peu compliqué. Les Knessoun dans le leader, mais voilà, je les vois pas trop briller. Il y a une dernière équipe dont on n'a pas parlé, j'ai fait exprès de la garder pour la fin, c'est la Tudor. La Tudor qui sera autour donc de Marc Hirschi et Julien Alaphilippe. Marc Hirschi, invisible sur ce début de saison, invisible sur l'Amstel où il finit à la 40e place. On rappelle quand même, Marc Hirschi sur la Flèche Wallonne, c'est une victoire en 2020 pour sa première participation. Depuis plus rien. Donc moi je mettrais pas trop une bille sur Marc Hirschi si j'étais le manager de la Tudor. En revanche, je mettrais mes billes sur Julien Alaphilippe. Bon là c'est un peu du chauvinisme. Alaf qui finit 20e de l'Amstel, après avoir été étincelant sur son attaque. Il y a que Pogacar qui a été capable de le suivre. Là on va clairement pas parler de manière rationnelle avec Julien. Évidemment c'est une course qui lui convient très bien, c'est la course qui lui convient le mieux. Il l'a gagné 3 fois entre 2018 et 2021, quatrième en 2022, deuxième pour ses 2 premières participations en 2015-2016. Jamais pire que quatrième pour Alaphilippe sur la Flèche Wallonne. Euh, j'ai un peu peur que son pire résultat arrive cette année en 2025. Néanmoins, je me dis que c'est une course qui lui convient très bien. Il la connaît par cœur. C'est lui le maître du numéro de 8 depuis que Valverde est à la retraite. Euh, Là, sur l'Amstel, son attaque quand même montré qu'il avait un peu de punch. Le problème, c'est qu'il n'a pas du punch montrant. Donc, si jamais ça se joue dans la toute dernière ascension et qu'avant ça roulait tranquille, pourquoi pas? Pourquoi pas? Soyons fous, rêvons. Mais sinon, j'ai peur qu'il craque notre Julien à la nationale, donc c'est vraiment difficile de donner un avis rationnel sur Julien, mais il peut gagner. Là, je m'enflamme évidemment, mais s'il y a un Français qui gagne, c'est peut-être lui, hein. Donc voilà, on laisse passer pardon, le côté irrationnel devant, et puis
Pourquoi pas une victoire de Julien Alaphilippe? Et pourquoi pas une 50e place aussi, malheureusement. Mais bon. Donc voilà, on a parlé de toutes les équipes. Je propose qu'on fasse un récapitulatif rapide. Euh, Ça va être une course intéressante, cette Flèche Wallonne, notamment parce que Pogacar a fait une petite défaillance sur l'Amstel, ce qui fait que là, il y a beaucoup de coureurs qui vont avoir l'espoir de le battre, même si je pense que ça reste quand même le favori numéro un et d'assez loin, parce que c'est un effort où il va être très très dur à les déloger. Euh, je pense que du côté du UAE, on n'est pas obligé d'attaquer trop vite. Après, on sait que UAE, la stratégie, ça fait deux, mais moi, je pense vraiment que la UAE peut attendre la dernière ascension. Je pense que la Lidl Trek veut attendre la dernière ascension, avec Thibaut Nice et Mathias Kilmoseux. Et je pense que la Soudal ne veut pas attendre la dernière ascension. Donc on verra ce qui va se passer. Le scénario est quand même assez indécis. Euh, je pense que Evenpool peut attaquer dans le deuxième mur de Huy, c'est ce que j'ai dit en boucle. Donc ça sera une course très chouette à suivre. Peut-être qu'au final, on va dire, Pogacar a gagné assez facilement et on aurait pu s'y attendre, qui est très possible. Moi, j'en fais mon favori numéro un. Néanmoins, il y a quand même des petits éléments de piquant qui arrivent. Et surtout, il y a l'espoir, hein. L'espoir qui a été créé par l'Amstel. L'espoir, c'est terrible, hein, parce qu'on peut se prendre une douche froide et Pogacar qui finit avec 5 secondes d'avance au sommet du 1 de 8. Mais l'espoir fait que on envisage d'autres scénarios. Donc moi, mon favori numéro un, c'est Pogacar. Derrière, je dirais peut-être Mathias Kielmose avec Thibaut Nice, si ça se joue dans la dernière ascension. Si ça attaque avant, je pense qu'Evenpool sera pas loin de rivaliser avec Pogacar. Et côté français, on a des très belles cartes. Pour un top 5, on a donc Kevin Vauquelin, Lenny Martinez, ça sera très sympa à suivre. Pour un top 10, Romain Grégoire, peut-être, peut-être Guillaume Martin, Louis Barré, ça fait beaucoup de cartes. Peut-être même Warren Barguil. Et pour une victoire française, Julien Alaphilippe, mesdames et messieurs. Évidemment, je m'enflamme, mais j'ai envie de rêver, donc je vais suivre cette flèche wallonne avec attention. Et je vous souhaite de faire la même chose. Donc c'est mercredi. Poser du télétravail, poser un RTT, j'en sais rien, mais matez la flèche wallonne parce que je pense que ça vaudra le détour. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ça sera pour Liège-Bastogne-Liège. Salut!